revenons un tout petit peu sur ce qui était sa question, qui est précisément ce deuxième pôle, c'est-à-dire le pôle de la finitude et de ses implications. Effectivement, on est dans un jeu à somme nulle, et quelle doit être l'organisation de ce jeu à somme nulle. Alors effectivement, comme vous le dites, pour la plupart des géopoliticiens qui ont cette vision du monde, cette solution est une solution réactionnaire, est une solution essentiellement nationaliste, est une solution, là il ne s'agit plus de faire bouger la frontière, mais il s'agit de fermer les frontières. Ou alors de faire des grosses rounds, c'est-à-dire des grands espaces, où certaines nations ont le droit, on ne sait pourquoi, mais ils ont le droit d'élargir cette frontière parce qu'il en va de la survie de leur volque, de leur peuple. Bien, très bien. Ça, c'est la vision dominante de ce capitalisme de la finitude, de ce pessimisme, et effectivement, c'est ce contre quoi, et on va y revenir dans un instant, l'après 45 et la paix de carbone va essayer de réagir. Bien. Mais il y a effectivement, et c'est dans la coalition climat, il y a cette exception qui est intéressante que vous posez, enfin vous la faites remonter à John Stuart Mill, mais c'est surtout la partie Keynes qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on imagine Keynes comme étant d'une certaine façon, un des pères fondateurs de l'après-guerre, et donc par conséquent c'est la figure déterminante. Bien. Or, il y a effectivement, en tout cas, un moment chez Keynes, qui est le début des années 30, qui est un moment, je ne dirais pas anticapitaliste, mais où il flirte un peu avec ça. Avec des ambiguïtés intéressantes, c'est aussi le moment où son antisémitisme s'exprime de la façon la plus virulente, et notamment dans le texte que vous citez sur les propositions pour nos petits-enfants. Mais ce qu'il fait, ce que vous pointez dans la coalition climat, et ça me semble très intéressant, alors même que, comme vous le dites, l'écologie ne le préoccupe pas particulièrement, mais néanmoins, il pose la possibilité d'une finitude heureuse. Et donc, dans la mesure où quand même, c'est là où on va aboutir plus tard, ce serait intéressant juste de reprendre un tout petit peu là-dessus. Alors on peut reprendre ça parce qu'effectivement, derrière frontières ouvertes, frontières fermées, il y a la question de la signification politique du concept de limite. Et évidemment, on ne peut pas ne pas en parler parce que s'il y a bien un point théorique qui a été fait par l'écologie politique, cette fois dans sa version ordinaire, quoi, c'est ça, c'est de dire, vous l'avez très bien dit, hein, on va essayer d'avoir une conception positive de la vie dans les limites. Étant entendu que c'est le grand axiome, qui est totalement inexact, mais le grand axiome présenté par l'écologie politique, une liberté infinie dans un monde fini est impossible. Ça c'est vraiment désastreux, mais c'est pas grave. Toute la question ici est de savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par limite. Si par limite, on entend qu'il est possible de déterminer, en réalité par les sciences naturelles, un niveau maximal d'exigence que l'humanité va imposer à son milieu, en termes de population, en termes de, on peut dire, d'aura technologique qu'a chaque humain à travers les infrastructures techniques, si on peut dire, voilà, des écologues, des ingénieurs vont dire, voilà quelle est la capacité de charge de la Terre, et elle est limitée. Donc voilà combien on peut être et combien on peut consommer. Alors ça, il y a assez peu de chances que ça se développe sous une modalité qui ne soit pas réactionnaire, ou autoritaire, ou appelons ça comme vous voudrez. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup moins. Alors évidemment, le grand opérateur intellectuel de ça, c'est Garrett Hardin. Hein. Garrett Hardin, qui est celui en fait qui importe en quelque sorte dans la respectabilité idéologique de l'écologie politique l'idée du jeu à somme non nulle, de la contrainte raide physique. Il y a toutes sortes d'autres auteurs après, les Odoum, etc., mais qui n'ont jamais en fait eu de visibilité réelle dans l'espace du débat politique. Même si, bon, il y a quand même des conséquences dans l'eugénisme, etc. Par contre, si on dit, et c'est ce que j'essaie de dire effectivement à la fin de la coalition climat, qui n'est qu'une manière de reformuler la conclusion d'Abondance et Liberté aussi, hein, en fait, les limites sont relatives à l'état de développement technologique de la société. Elles sont évidemment relatives à l'état de développement, on peut dire moral ou normatif, on peut dire l'état de développement des attentes. Les limites, par exemple, quand Durkheim dit à la fin du 19e siècle, il y a une épidémie de suicide parce que les gens deviennent tellement riches qu'ils ne ressentent plus les limites
et donc il y a une dépression, quoi, une perte de sens de l'existence. Il écrit ça avant l'existence du frigo, par exemple. Donc là, on a un peu envie de se dire, bon, Émile, t'es gentil, mais on aimerait bien aller un peu plus loin quand même. Et puis d'ailleurs, une fois qu'on y est, c'est difficile de reculer. Et même, j'irais même plus, une fois que certaines parties de l'humanité y sont, et ça c'est la grande question de la justice climatique internationale, c'est difficile de dire aux autres qu'elles ne pourront jamais y aller. Donc on est obligé d'admettre que, en fait, le concept, si on veut être précis, pertinent pour l'écologie politique, c'est pas la limite, c'est le seuil. Threshold, on pourrait dire en anglais, quoi. Donc ça, c'est fondamental. Alors, Keynes, il y a eu un moment donné dans sa vie, effectivement, où il traînait dans les milieux malthusiens, donc c'est probablement ce qui a inspiré l'écriture de ce texte, c'est 32, je crois, 31 ou 32, 31, qui est un texte effectivement étonnant, vous l'avez bien résumé, il dit la libération des forces productives par le capitalisme est tellement spectaculaire qu'à un moment donné, elle va provoquer son propre épuisement, hein, qu'on va enfin pouvoir convertir les gains de productivité en liberté. Alors d'abord, ce qui est fabuleux, c'est que ça ne s'est jamais produit, en tout cas pas là sous nos yeux, c'est que chaque gain de productivité suscite l'envie d'en reconquérir d'autres, soit par la création de nouveaux besoins, bon, par tout un tas d'effets rebonds en réalité, et qu'effectivement il pourrait être nécessaire un jour de ne plus convertir la productivité en effet rebond, mais en fait que nous puissions en profiter, hein, un jour peut-être, et que d'ailleurs ce serait bon pour la question de la soutenabilité. C'était un débat très fort, même d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le grand livre de Rostov sur la croissance, qui est sous-titré « Un manifeste anticommuniste ». Dans l'introduction, il décrit les différentes étapes du décollage, de la maturité économique. Il dit que l'humanité entière va y parvenir. Et il a un moment un peu freudien à la fin de l'intro où il dit « Ah oui, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on aura en fait fait parvenir toute l'humanité à satiété, parce qu'en fait c'est ça qui se produit, mais comment on va vivre en fait ?» Et Keynes se pose un peu la même question, mais c'est marrant parce que Keynes et Rostov donnent une réponse diamétralement opposée à la même question. En fait, c'est la question de la sexualité qui se pose. En gros, Rostov dit « Oh là là, mais les gens vont vouloir que faire l'amour, ça va être horrible, la société va détruire. » Et Keynes, il le dit un peu subtilement, parce que c'était quand même un mec subtil, il dit « Bah tant mieux, en fait, on va faire ça, et on va être super heureux, quoi. » Quand il dit il va falloir que nous apprenions à vivre autrement que dans des dispositifs acquisitifs, c'est clairement ça qu'il veut dire. Hein. Puis quand on connaît la biographie de Keynes, c'est assez clair que oui. c'est ce qu'il voulait dire. Et je rajoutais même une chose pour ce texte que j'ai un peu travaillé aussi, c'est que sa vision est à la fois optimiste et très aristocratique. Ah, complètement. C'est-à-dire que c'est des gens comme nous, suffisamment sophistiqués qui vont lire et qui vont expliquer aux autres comment il faut vivre. Ouais, je suis totalement d'accord, c'est très aristocratique et c'est effectivement un problème profondément politique qui se pose. Donc tout ça pour dire qu'en fait on peut pas, enfin moi en tout cas je considère qu'on ne peut pas accepter la construction du problème écologique de manière superficielle comme un problème de confrontation mécanique, physique avec des limites qui seraient déjà là. D'ailleurs, on les a déjà explosées, les limites, depuis longtemps. Et une caractéristique des systèmes écologiques, c'est qu'ils tolèrent un dépassement de la limite. Hein, c'est flexible, c'est élastique. Et la raison pour laquelle on a des vagues de chaleur, des tempêtes, c'est qu'en fait, on va au-delà de la limite, et le milieu réagit. Donc, on est déjà, en fait, au-delà, comme ça, on a une partie du corps en porte-à-faux, au-delà du précipice. C'est ce que Latour appelait le nouveau régime climatique. Hein, c'est un concept scientifique, d'ailleurs. Et donc on ne peut pas parler en termes de limites. C'est pour ça tout ce qui est collapsologie, etc., c'est vraiment à ranger dans les oubliettes de l'histoire des idées. Donc ça s'invente un rapport à de la contrainte physique, mais ça c'est un chantier qui reste totalement ouvert.